Votre invité à présent dans la grande interview en direct, également replay sur Boursorama et sur YouTube, c'est Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci à vous de nous accueillir dans cet C'est environnement la cosy. semaine de l'éducation financière, donc on se détend, on est en mode canapé. On est bien installé ou pas? On est très bien installé, c'est très agréable d'être dans un showroom de meubles danois. On ne donne pas de marque. Bon, il faut qu'on parle évidemment, on va parler des résultats 2025 évidemment d'Euronext qui sont records. Mais d'abord, on est tous un peu perdus avec cette guerre en Iran et c'est vrai que la prolongation du conflit en Iran menace, c'est une question que je vous pose, est-ce que ça menace ou pas de faire dérailler l'économie mondiale? On en est là quand même. Non. On a un conflit qui est circonscrit. La courroie de transmission entre ce conflit et l'économie mondiale, c'est le prix des hydrocarbures. C'est important, mais ce n'est pas systémique. C'est important parce que ça a un impact sur les conditions d'approvisionnement de pays très dépendants de l'Iran, que sont essentiellement la Chine et quelques pays asiatiques. C'est important parce qu'à un moment, ça va contaminer le prix des entrants dans l'agriculture, notamment les engrais et le carburant utilisé par l'industrie agroalimentaire et notamment agricole sur la planète. Donc c'est grave, mais ça n'est pas systémique à l'échelle de ce qu'on a pu connaître dans les grandes crises financières ou du Covid ou de l'émergence de la guerre en pas Ukraine. d'impact macroéconomique, même si le pétrole devait rester à 100, 120 ou 130 dollars pendant plusieurs mois. D'abord, on a connu des périodes où le pétrole était à ces niveaux-là. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est que désormais, ça a un impact sur une très grande économie comme la Chine. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça n'a aucun impact, je suis en train de dire qu'il faut rester calme. C'est un conflit qui, par ailleurs, a une caractéristique très particulière, qui est qu'il peut s'arrêter très vite. Il suffit que le président des États-Unis le décide. On n'est pas dans un conflit dans lequel on est ensablé pour toujours, comme le Vietnam, l'Afghanistan et l'Irak. Pour que le conflit s'arrête, il faut que le président des États-Unis le décide. Donc c'est quelque chose qui est réversible, pas réversible, mais en tout cas qui peut être interrompu assez rapidement. Donc, vous convenez qu'un conflit qui dure quelques mois, c'est plus la même histoire qu'un conflit qui dure quelques semaines? Ben pour le moment, ça fait même pas quelques semaines, ça fait 2 semaines et demie. Oui, donc la question de savoir s'il y a un risque d'un conflit qui dure quelques mois ne se pose pas dans l'immédiat. Bon. Après, est-ce qu'on entend le mot de récession? Certains experts ont tort de dire que chaque jour qui passe où le détroit d'Ormuz reste bloqué, ça fait croître les chances d'une stagflation, d'une récession, notamment aux États-Unis. Le prix du pétrole, du carburant à la pompe a pris 25% en 15 jours. Non mais ça, on vient d'en parler. Effectivement, il y a un impact direct, une connectivité entre ce conflit et l'économie réelle par le prix des carburants. Mais ça aussi, c'est tout à fait réversible. Si le conflit s'arrête et que le détroit d'Ormuz est réouvert, on rentre dans un monde antérieur où les prix des hydrocarbures n'étaient pas aussi élevés qu'ils l'avaient été historiquement. Certains experts disent qu'un baril à 100 dollars, jusqu'à 100 dollars, c'est gérable pour les économies occidentales. Un baril au-delà de 100 dollars sur plusieurs mois, c'est plus la même histoire. Oui, moi, je ne suis pas un expert, mais je crois que vous avez vous-même formulé dans votre question la réponse. La question, c'est moins 100 dollars que plusieurs mois. C'est-à-dire que c'est la durée de la période pendant laquelle le prix des entrants de l'ensemble de l'activité économique augmenterait. Mais je crois qu'à ce stade, il faut encore rester très calme. Ce qui est vrai, et vous l'avez formulé dans votre question précédente, c'est que il y a d'autres facteurs de fragilité de l'économie mondiale. Le niveau d'accroissement de la dette des États-Unis, les risques inflationnistes que font courir les tarifs douaniers aux États-Unis, les incertitudes sur la crise de la dette privée qui vient, on va en parler etc. Donc le problème des conflits armés, c'est moins les effets qu'ils ont directement que le fait qu'ils peuvent cristalliser des tensions et que ça soit
comme disent les adolescents, la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, c'est-à-dire... Ils disent ça, les ados? Ouais, D'où ça sort, ça? hein, Ça m'a ah bah, entendu. alors, C'est les vôtres qui disent ça. c'est les miens qui disent ça, oui. Et donc ça peut être l'élément qui cristallise des faiblesses qui étaient déjà dans le système. Donc ça, en soi, le conflit tel qu'il se déroule, dans la forme qu'il a à ce stade, et dans l'espace géographique dans lequel il est circonscrit, en soi, est quelque chose qui est réversible. Si ça devait avoir des métastases, si ça devait craquer sur d'autres dimensions, sur des faiblesses qui étaient antérieures au conflit, là, c'est autre chose. Ouais. Vous dites qu'il faut garder son calme. Les investisseurs sont globalement quand même relativement calmes, je pense notamment en actions, Oui. Wall Street, les bourses mondiales, qui vacillent, mais qui ne sombrent pas. C'est pas comme une surprise que les investisseurs ne paniquent pas parce qu'ils misent au final sur un conflit court. C'est ça en creux ce qu'il faut comprendre. Oui, enfin, peut-être qu'ils font la même analyse que celle que j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un conflit qui est circonscrit, avec une incertitude qui est liée à la contamination de produits, l'augmentation du prix des hydrocarbures, mais c'est un conflit qui est circonscrit. Donc il y a de la rotation d'actifs très forte. Évidemment, les compagnies aériennes sont affectées. Évidemment, les compagnies aérospatiales et de défense sont affectées dans l'autre sens. Évidemment, il y a une granularité de l'analyse des acteurs de la chaîne des hydrocarbures, mais il n'y a pas de remise en cause systémique de la capacité du monde à croire à un rythme différent après ce conflit que par rapport au rythme qu'il avait avant. Certains experts trouvent en tout cas que les investisseurs sont un petit peu trop calmes, notamment que quand on entend l'AIE, Agence internationale de l'énergie, qui parle de la pire crise pétrolière depuis plusieurs décennies. On aurait pu imaginer encore une fois une surréaction des marchés actions qu'on n'a pas pour les raisons que vous avez mentionnées. Après, certains disent aussi que cet enlisement potentiel du conflit n'est pas assez pricé par les marchés. Parce que c'est aussi malgré tout une possibilité. Peut-être. Moi, je ne suis pas un analyste stratégique. Je suis un modeste opérateur informatique dans les Hauts-de-Seine qui gère les marchés en Europe. Et donc, on s'assure du fonctionnement efficace, quels que soient les volumes. J'observe à ce stade, en analysant les valorisations des actifs, qu'il n'y a pas de panique. Et ça veut donc dire que les gens qui font le métier d'allouer des ressources sur certains actifs considèrent qu'on est encore dans quelque chose de circonscrit. L'administration de Trump, Stéphane Boujnah, réfléchit à intervenir sur les marchés financiers pour influencer les cours du pétrole. Ce qui serait sans précédent. Vous dites banco, pourquoi pas, ou là là, dangereux. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a des choses qui sont d'agir sur les acteurs sur la planète qui sont en capacité d'augmenter l'offre d'hydrocarbures pour avoir des effets sur le prix. Donc le travail diplomatique auprès des États producteurs, ce qu'ils avaient déjà engagé avec un très gros producteur comme le Venezuela, ce qu'ils ont annoncé dans les rapports avec la Russie sur le terrain des sanctions, ça c'est quelque chose qu'on comprend. Intervenir sur les marchés financiers, sur les prix, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Sur les marchés à terme, les marchés à terme, les options, les futurs. Oui, mais j'ai du mal à imaginer, enfin, je dois avouer mon ignorance, j'ai du mal à imaginer comment l'administration des États-Unis, qui n'est pas très équipée pour ce genre d'intervention, pourrait inventer des outils pour intervenir sur les marchés à terme. Et je ne comprends pas de quoi on parle. Je comprends bien le premier sujet. Je sais que l'administration américaine, le président des États-Unis, le secrétaire à l'énergie, le secrétaire d'État, ils l'ont rendu public, passent beaucoup de temps au téléphone avec les acteurs de l'industrie et avec les pays producteurs. Ça, c'est vrai, pour augmenter l'offre. Intervenir financièrement sur les marchés, ça me paraît plus difficile à imaginer. Mais peut-être que je manque d'informations. Stéphane Boujnah, je cherche la bonne formule pour le dire, ce retour de la volatilité depuis le début de l'année et même depuis 15 jours, est-ce que ça fait les affaires, encore une fois, j'aime pas le dire comme ça, d'Euronext avec plus de volume?
Non, nous avons plus de volume, comme nous avions eu plus de volume au moment de Liberation Day, les annonces de tarifs il y a un an, au mois de mars l'année dernière, par la nouvelle qui était à l'époque la nouvelle administration Trump. Comme nous avons eu des volumes importants au moment de la troisième invasion de l'Ukraine en février 2022 par la Russie, comme nous avions eu au moment de l'émergence du Covid en février 2020 des volumes importants, comme il y en a chaque fois qu'il y a dans certains marchés spécifiques des échéances électorales très importantes. C'est la nature même des marchés qu'à l'occasion d'une information nouvelle, des gens décident de vendre des choses et d'autres décident de les acheter. Donc il y a plus de volume. Donc il y a plus de volume. C'est à 2 chiffres, hein. J'ai vu un peu les chiffres. Oui, il y a la croissance. Plus 15, plus 10, plus 10%. Oui. C'est des à la fois sur les actions, sur les actions, sur les taux, et sur la partie tête souveraine sur lesquelles l'année 2025 avait été très bonne, il y a encore une croissance importante. Sur la partie actions, il y a une croissance à 2 chiffres, effectivement. Bon, mi-février, Stéphane Boujnah, vous avez publié vos résultats 2025. Année record pour Euronext. Difficile de faire mieux ou si l'environnement est porteur, on peut imaginer que 2026 sera meilleur? Je ne sais pas ce que sera l'année 26. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déterminé à ce que ce soit non pas une année bonne, mais une année excellente. On a fait une très bonne année 2025 avec une croissance à 2 chiffres à tous les étages du PNL. Et on avait d'ailleurs même fait le 4e trimestre 2025, c'était le 7e trimestre de croissance à 2 chiffres sur tous les étages du compte d'exploitation. Donc on est extrêmement content, mais ça n'arrive pas par hasard. Vous savez, quand nous sommes arrivés avec l'équipe qui gère aujourd'hui l'entreprise au début de l'année 2016, l'entreprise valait entre 1,5 milliard et 2 milliards. Ça vaut 14 aujourd'hui. Ça vaut 14 aujourd'hui. On a fabriqué une entreprise qui est entrée au CAC 40 en septembre dernier. Mais il y a beaucoup d'entreprises dont la valorisation est multipliée par 7, 8, 9 en 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre. Il y en a très peu qui font en même temps une distribution qui distribue en même temps plus de 2 milliards 200 millions de dividendes et de share buyback sur la période. Donc des entreprises profitables qui croissent et qui ont une profitabilité qui est passée de autour de 30-35% à plus de 60%. Donc on est très content. Tout ça se fait au prix de beaucoup d'innovations, beaucoup de projets nouveaux qu'on a lancés dans le cadre du plan stratégique actuel pour être un acteur plus présent des métiers de règlement livraison. Le chiffre d'affaires a augmenté de combien sur 10 ans? Parce que vous parlez du poids boursier x 10. Le chiffre d'affaires, quand je suis arrivé, était autour de 420 millions. Et maintenant, il fait 1,8 milliard. 1,8 milliard. Voilà. Ouais, donc x4. x4. On retient sur 2020. Un peu plus de x4. Oui, x4 et quelques. x4 et quelques. Soyons précis. 4,5. 4,5. Voilà. Allez, je note 4,5 en 10 ans. Mais c'est vrai qu'on se est dans des situations maintenant où on fait quasiment chaque trimestre le chiffre d'affaires qu'on faisait en un an quand je suis arrivé. On retient sur 2025 740 millions d'euros de bénéfices, plus 8%, c'est ça le chiffre. Et chiffre d'affaires 1,8 milliard d'euros en hausse de 12%. C'est les deux métriques importants ou pas les seuls? Oui, et au milieu, entre les deux, un EBITDA qui est supérieur à 1 milliard, 1,1 milliard. Ouais. Et donc, avec une croissance à 2 chiffres. Donc, l'entreprise croît parce qu'elle fait des acquisitions. L'entreprise croît d'abord parce qu'elle génère du free cash flow, c'est-à-dire qu'elle gère bien ses coûts et qu'elle déploie le capital ainsi créé en faisant des acquisitions, soit pour diversifier notre base de revenus, précisément pour ne pas être dépendant de la volatilité que vous aviez évoquée vous-même il y a quelques minutes, parce qu'on ne peut pas construire la stratégie d'un groupe juste sur être là. La volatilité, ça impacte quoi? Les volumes, j'ai vu, c'est les volumes. Mais 20 ou 30% de l'activité? Oui, c'est un peu plus. Enfin, les actions, c'est 17% de l'activité seulement. Ouais. L'ensemble, les autres métiers de volume, parce que nous avons aussi nous faisons aussi de la négociation précisément d'énergie. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, aujourd'hui, nous entrons sur le marché de l'électricité. On était déjà sur le marché spot ou cash de l'électricité et nous entrons sur le marché des dérivés d'électricité, ce qui est très important dans la période qu'on traverse. Et donc, depuis ce matin, Euronext est un acteur important qui entre en concurrence directe avec le groupe Deutsche Börse sur les dérivés d'électricité. Donc, on a les actions, 17%, on a des marchés d'électricité
à la fois le spot et les dérivés. On a les marchés de blé que beaucoup de gens connaissent, qui étaient blé, matières premières agricoles, le maïs, etc., qui est l'ancien Matif. On a des marchés de forex avec des marchés d'échange, avec de devises, pour parler français, avec Euronext Forex. Et puis on a les marchés très importants de taux, avec MTS en Italie, mais pas seulement en Italie. Et donc tout ça, tous ces métiers de volume, c'est à peu près 40% de notre activité. Mais 60% de ce que nous réalisons comme activité n'a rien à voir avec les volumes. Et 40% dépend des marchés et 60%. 40% dépend des volumes. Et 60% n'est pas en lien avec les volumes. Ouais. Enfin, en lien direct avec les volumes. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'être là et d'être pertinent et de continuer à croître et d'être résilient, qu'il y ait de la volatilité ou qu'il n'y en ait pas. Et donc, le bon mix, c'est quoi? 60-40, vous êtes à l'aise avec ça? Le bon mix, c'est d'aller le plus loin possible dans la croissance. Ouais. Et je pense que ce n'est pas un mauvais business d'être là et d'avoir avec des plateformes très puissantes quand il y a de la volatilité. La preuve, aujourd'hui, depuis le début de l'année, la volatilité est très forte. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on offre à nos clients des capacités d'intervenir sur des marchés très profonds. Ce n'est pas un mauvais business du tout. Mais ce qui est important, c'est que le jour où cette volatilité se calme, et nous avons connu des hivers avec une volatilité très très faible, il faut absolument qu'on ait des relais de croissance dans les métiers du software, dans les métiers de la vente de technologie, dans les métiers du règlement livraison, dans les métiers de ce qu'on appelle le post-négociation, toute forme de segments confondus. Et c'est ça qui, dans les métiers de service aux investisseurs, de service aux émetteurs, c'est ça qui permet la diversification du groupe. Donc la croissance du groupe, c'est une très forte profitabilité et une très forte génération de free cash flow dans les métiers liés au volume, pour être là quand les volumes sont favorables, une très grande diversification dans d'autres activités, et puis quand l'opportunité se produit, la consolidation en européenne, c'est pour ça qu'on a fait Il m'emmène vers ces sujets-là. On va en parler juste après, Stéphane Boujnah. Tous les clientants sont, quasiment tous, sont au vert. Il y en a un qui est à l'orange. Lequel? Justement, je pose la question. Ah ben moi, je ne sais pas. Moi, je gère l'entreprise, le nez dans le guidon. Je n'ai pas... Ça ne dépend pas directement de vous. Oui. Un mot en 3 lettres. IPO. IPO. Les introductions en bourse. À quand le retour des intros c'est pas le point faible aujourd'hui? Maintenant, pendant qu'on parle. Ouais, mais il dit ça déjà l'an dernier. Non, mais je vous le dis encore avec la même fermeté et plus de pertinence encore. On a eu depuis le début de l'année un retour d'IPO de taille significative, notamment dans le secteur de la défense. On a eu cette magnifique entreprise CSG, qui est un groupe tchèque qui est entré en bourse pour 25-27 milliards d'euros, et qui vaut maintenant plus de 30 milliards d'euros. C'est le bon moment, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Oui, qui est bien valorisé, mais là, justement, là, on attend dans les semaines qui viennent KNDS. 4 entreprises. Alors, KNDS, on n'a pas encore de date, mais on a Qu'est-ce qu'on attend alors? On attend quoi sinon? Ça, il faut demander à l'entreprise. Hein. Non, mais les différentes entreprises, qu'est-ce qui est dans le pipe, comme on dit en matière d'entreprise? On a des cas que je peux évoquer, des cas en Norvège de 2 entreprises dans le secteur naval, une qui est Kongsberg Maritime, une autre qui est une autre entreprise spécialisée dans des drones. On a une entreprise tchèque qui s'appelle Colt, qui entre en bourse également avec un métier militaire et un métier armement civil ou commercial. Et on a d'autres, comme ça, vous avez mentionné KNDS. Donc le secteur aérospace and defense, il y a une entreprise grecque très intéressante qui envisage d'entrer en bourse dans ce secteur aussi, alors qu'il y a déjà des groupes grecs de la défense remarquablement performants. Donc je suis assez enthousiaste. En Grèce en particulier, puisque j'en ai parlé il y a un instant, on a un pipeline d'armateurs grecs qui était coté à New York, qui envisage d'entrer en bourse pour la première fois à Athènes. Et donc ça, c'est un grand retournement du marché grec. Vous visez un nombre précis d'IPO? Non, parce que... En tout cas, 2026 sera meilleur que 2025, qui était déjà pas très bon. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que tout simplement, je parlais du secteur de l'aérospatial et de la défense pour une raison très simple. C'est que là, vous avez le sweet spot, le territoire doux d'une introduction en bourse. Vous avez des entreprises, des émetteurs qui ont besoin de lever beaucoup de fonds propres parce qu'elles ont besoin d'investir très vite pour répondre à la demande européenne qui est speed and scale, de produire
très vite beaucoup de consommables. La guerre qu'on est en train d'observer au Moyen-Orient, elle consomme énormément de munitions, de ce que les Américains, avec cette nuance, appellent ordnances and ammunition. Et donc, il y a vraiment un besoin d'aller très très vite en production, mais l'Europe aussi, elle finance beaucoup d'acquisitions de consommables par les Ukrainiens. Donc les émetteurs ont besoin de lever des fonds propres pour fabriquer des capacités de production. Les investisseurs perçoivent que c'est un secteur où il y a une demande, et notamment une commande par construction publique, puisqu'on parle de défense, qui est en très forte hausse, puisque les budgets militaires sont en très forte hausse. Et enfin, les investisseurs initiaux mesure que là, il y a une opportunité peut-être de sortir à des très bonnes valorisations. Et donc, il y a des bonnes valorisations, des investisseurs initiaux qui cherchent un peu de liquidité, des très grands besoins d'émissions de fonds propres. Ça crée un sweet spot pour ce secteur. Stéphane Boujnah, le chancelier allemand Friedrich Merz, a relancé l'idée d'une bourse européenne pour faire face à Wall Street. Vous me voyez venir, est-ce qu'un rapprochement avec la Deutsche Börse, vous dites banco? Il y a deux manières de répondre à votre question. D'abord, la bourse... Pas y répondre. Non, mais la bourse européenne, elle existe déjà, c'est Euronext. Et je vous le dis avec une certaine fierté, mais une forme d'humilité quand même, parce que ce qu'on a fabriqué depuis 10 ans, c'est un marché qui est 2 fois plus gros pour les actions que le marché de Londres. On a coté sur le marché intégré européen d'Euronext 6 800 milliards de capitalisation boursière. Combien à Deutsche Börse? À Londres, c'est à peu près 3 000 milliards, et Deutsche Börse, c'est 1 900 milliards. Donc le marché intégré d'Euronext, il est 3 fois plus gros au moins 3 fois plus gros que celui de de Francfort, et 2 fois plus gros que celui de Londres. Les volumes quotidiens d'Euronext, aujourd'hui on est à 15 milliards, 16 milliards, parfois 20 milliards, mais en moyenne, on est plutôt autour de 12-13 milliards. C'est évidemment au moins 2 fois plus que Londres et 3 à 4 fois plus que Francfort. La liquidité des marchés actions, elle est sur Euronext. La raison pour laquelle on a plus d'IPO international, pourquoi cette entreprise tchèque qui fait de l'armement, CSG, est venue se coter sur Euronext, pourquoi CVC, qui a le groupe de private equity, d'investissement, qui est à Londres, qui est une PLC, une société britannique, est venue se coter sur Euronext, parce que la liquidité est désormais ici. Parce que Londres, qui était autrefois, quand nous étions jeunes et minces, qui était le principal centre financier de l'Union européenne, désormais Londres est le principal centre financier du Royaume-Uni. Vous rêvez ou pas, Stéphane Boujnah, d'un rapprochement avec la Deutsche Börse? Non, moi je ne rêve de rien, je travaille. Je rêve à des choses, mais qui relèvent de mon intimité. Mais sur mes projets professionnels, je ne rêve de rien. J'analyse des circonstances. J'observe que si... Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce qu'il y a un momentum qui est favorable? Non, ce qu'il y a, il y a une volonté réelle et sincère de M. Merz qui est très sincèrement engagé dans la construction européenne. Tout comme vous d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr, mais qui est pour la première fois un leader de l'Allemagne qui connaît très bien la finance. Il a passé beaucoup de temps chez BlackRock, il a été au bord de Deutsche Börse, il connaît ces secteurs. Il y a une exigence franco-allemande qui est exprimée par les rencontres qu'a régulièrement M. Lescure avec son homologue M. Klingbeil pour essayer de créer des initiatives franco-allemandes qui marchent, parce qu'on connaît tous les incertitudes qui entourent le projet d'avion de combat franco-allemand. Donc il y a une vraie volonté de faire des choses, très très sincères. Et ça a du sens de faire certaines choses. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont engagées pour avoir des dialogues entre... Je vous adore, mais vous êtes adepte de la périphrase. Dites-moi juste si ce projet de rapprochement vous intéresse, vous aimeriez... Est-ce que le momentum est bon? Il y a des gens qui ont envie de faire des choses franco-allemandes. Les deux entreprises sont désormais très grandes. Vous savez, Deutsche Börse, ça vaut 40 milliards d'euros. Euronext, ça vaut 14 milliards d'euros. Alors, ça pose des questions, ça pose d'autres questions, ça pose des questions de valorisation. J'essaye de répondre. Ça pèse 40 milliards 40 milliards de market cap. Quasiment 2 fois et demi la vôtre. 40 pour Deutsche Börse, 14 pour Euronext, 14 pour... Alors qu'ils sont plus petits en termes de chiffre d'affaires et de... Pardon? Non, ils sont plus grands chiffre d'affaires. Ils sont plus grands chiffre d'affaires. Sauf que c'est pas la même chose, 40 milliards de market cap contre 14 milliards de market cap.
Donc la capitalisation, pour parler français, la capitalisation boursière d'Euronext est de l'ordre de 14 milliards d'euros. La capitalisation boursière de Deutsche Börse, qui est une entreprise magnifique, est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc ils sont beaucoup plus gros que nous. Par ailleurs, nous sommes l'un et l'autre très diversifiés. Et plus nous grossissons, plus nous entrons en concurrence frontale l'un avec l'autre. Ouais. Ce matin, nous avons ouvert un nouveau terrain de compétition, puisque nous sommes un acteur des dérivés d'électricité maintenant opérationnels, et eux le sont depuis longtemps. Nous avons une activité de compensation, de clearing à Rome, qui traite tous nos marchés européens, et eux ont une activité de compensation à Francfort qui s'appelle Eurex Clearing. Nous avons une activité de négociation de produits de taux, qui s'appelle MTS, eux ont leur propre activité de négociation. Est-ce que ce rapprochement, on va pas rester 3 heures, est-ce que ce rapprochement fait sens, selon vous, sachant qu'effectivement il y a un écart de valorisation, est-ce que ça fait du sens de manière industrielle, entre guillemets? Il y a un domaine dans lequel ce rapprochement ferait du sens, mais... J'ai toujours pas compris si vous le souhaitiez ou pas. Non, mais c'est pas comme ça que la question se pose. Vous savez, il y a une plaisanterie que j'adore, qui illustre un peu votre question et le M&A, c'est ce garçon qui dit « je vais me marier avec la fille Rothschild ». C'est fait à 50%, puisque moi je suis... c'est fait à 50%, puisque moi je suis d'accord. J'ai compris la vanne. Non, mais c'est très important. Est-ce que c'est fait à 50% déjà? Est-ce que vous souhaitez l'accord? Donc je ne réponds pas de cette manière-là. Il y a un domaine dans lequel la consolidation aurait du sens, c'est sur la partie bourse. Aujourd'hui, la bourse de Francfort représente 5 à 7% maximum des revenus générés par le groupe Deutsche Börse. Vous êtes en train de me dire que vous seriez prêt à racheter cette partie-là? Cette partie-là, elle vous peut être rachetée, apportée, etc. Si on fabriquait quelque chose qui serait le marché de capitaux intégré pour le PNB, en parlez avec le PNB allemand, le PNB français, le PNB italien, le PNB néerlandais, le PNB irlandais, norvégien, grec, belge et portugais, on aurait là 60 à 70% de la capitalisation boursière. Tout ça reste très théorique ou vous en parlez déjà avec eux? Non, c'est une idée qui a déjà été évoquée à de nombreuses reprises. Pourquoi ne pas aller toquer à la porte avec le téléphone, c'est encore mieux, et leur proposer? C'est à eux, l'idée est connue, notre intérêt dans ce domaine est connu. C'est plutôt une question pour Deutsche Börse de savoir s'ils le souhaitent ou pas. Sur la valorisation. Et Deutsche Börse est une entreprise magnifique qui a réussi des choses incroyables, notamment sous le leadership de Theodor Weimer, qui a développé la boîte de manière impressionnante. Mais aujourd'hui, c'est à eux d'indiquer s'ils souhaitent entrer dans cette logique. Ouais. Hausse du cours, fini là-dessus, Stéphane Boujnah, cours de bourse qui a doublé en 3 ans, bravo, félicitations. Vous ferez aussi bien dans les 3 prochaines années? J'espère. Enfin, l'ambition, c'est de faire le plus possible. L'ambition, c'est de rester pertinent, de rester profitable, de ne jamais faire une provision pour ajustement du coût de nos actifs. Je n'ai jamais fait un impairment depuis que je suis arrivé. C'est de une dépréciation d'actifs. Une dépréciation d'actifs, de ne jamais, de toujours faire croître la profitabilité et surtout la valeur du capital, de distribuer du dividende et d'innover. Et c'est ça l'objectif. Ouais. Après, si vous voulez, moi, mon travail, c'est de faire croître le chiffre d'affaires, de maîtriser les coûts, d'être pertinent chez les clients, d'être à la pointe de l'innovation technologique, d'attirer les meilleurs, de se séparer des gens qui sont démotivés, de convaincre les gens qui hésitent qu'on est plus pertinent que nos concurrents, de faire des acquisitions pas chères et de rendre les actifs qu'on achète encore plus rentables que ce qu'on a trouvé. Après, c'est au reste du monde de décider comment ils valorisent ce projet-là. Ce n'est pas mon travail de valoriser Euronext, c'est le travail des investisseurs. Et donc le prix qu'ils mettent sur l'action Euronext dépend des alternatives dans le secteur. Il y a Deutsche Börse, il y a London Stock Exchange Group, aux US il y a Nasdaq, dépend de l'appétit qu'ils ont pour des risques qui sont essentiellement européens, et dépend beaucoup aussi des autres secteurs et de la croissance des autres secteurs. Donc moi, mon job, c'est faire croître la boîte, c'est pas de valoriser la boîte. En 30 secondes, et on finit là-dessus, vous dites quoi aux actionnaires qui n'ont pas encore d'actions Euronext en portefeuille? Vous leur dites quoi? Buy now before it is too late. Achetez avant que ce soit trop tard, puisque vous me posez les questions. Allez, merci pour cet entretien. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Ecorama. Stéphane Boujnah, président du directoire d'Euronext, invité à la grande interview en direct, en replay également sur Boursorama et sur YouTube. Merci, à bientôt. Merci.